Je suis content d'être avec vous, même virtuellement, en cette belle journée, ce beau vendredi à midi. Donc, on veut parler aujourd'hui, on veut vous partager un peu notre expérience. Et on l'a dit, l'expérience modeste en intelligence artificielle. Quand on regarde les activités justement de l'Institut et quand on écoute le discours ambiant au sujet de l'intelligence artificielle, ben, on se rend compte que finalement, notre contribution est quand même modeste, mais est quand même importante et je pense, en tout cas à notre point de vue, intéressante là, pour la suite des choses au gouvernement du Québec. Donc, on veut vous présenter le- le- comment s'est faite la mise en place de l'agent virtuel de Québec.ca. Qu'est-ce qu'on en retire? C'était quoi notre focus particulier aussi durant ce projet-là? Donc, je débute la présentation. Ben, peut-être un petit rappel de ce que c'est Québec.ca pour ceux qui se posent la question. Ben, Québec.ca a eu 3 ans samedi dernier. Et l'objectif de Québec.ca, comme on l'a dit en introduction, c'est de rassembler l'ensemble de l'information et des services gouvernementaux dans une seule plateforme unifiée. Donc, la vitrine numérique du Québec ressemble un peu à ce que vous voyez à l'écran. Donc, c'est une vitrine qui est à la fois éclatée, mais surtout organisée en fonction de notre structure administrative. Hein. On a un ministère X, un site web X, un organisme Y, un site web Y. Donc, l'objectif de Québec.ca, c'est de ramener toute cette information-là dans une plateforme cohérente, mais surtout conçue en fonction des besoins des citoyens. Donc, c'est ça le grand virage, c'est ça le grand mouvement de transformation numérique des communications gouvernementales, c'est de prendre ce virage-là citoyen euh, et d'avancer en fonction des études, des données probantes et de toutes nos opérations de consultation des citoyens. Ce que vous voyez à l'écran, c'est notre vitrine actuelle qui est éclatée et qu'on veut remplacer par une interface simplifiée et surtout conçue en fonction des citoyens. Donc, j'étais en train de dire que quand on se lance dans ce projet-là, il faut démontrer une certaine curiosité à l'égard des nouvelles technologies, mais aussi un certain pragmatisme. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a fait l'introduction de l'agent virtuel. Donc, on était passablement occupés à intégrer l'ensemble des sites web du gouvernement du Québec. On était très occupés. Et puis, ensuite est arrivé ce qui est la date là, qui a un peu tout changé pour nous. C'est le 23 mars 2020 il fait beau, on se déconfine présentement. Je ne veux pas vous faire vous rappeler de mauvais souvenirs, mais il faut quand même se ramener là, dans la situation qui prévalait au moment de l'introduction de l'agent virtuel. Donc, le 23 mars, c'est le jour où on a annoncé qu'on confinait le Québec. Euh, donc, on était aux premières loges de cette fermeture-là, dans la mesure où on était chargé de publier de l'information sur nos plateformes numériques à propos du confinement, des consignes et compagnie. En même temps qu'il fallait nous-mêmes apprivoiser le télétravail et le travail à la maison. Donc, le 23 mars, le Québec est confiné, les écoles, les entreprises sont fermées, il y a des pertes d'emplois, puis en même temps, il y a des pénuries de main-d'œuvre pour les entreprises qui sont encore en fonction et qui cherchent de la main-d'œuvre. On a une notion aussi de service essentiel. Quand on a fermé les entreprises, on fermait les entreprises sauf les services essentiels. Euh, on avait beaucoup d'informations à publier à propos des consignes et ces consignes-là étaient en constante évolution. Pourquoi? Parce que la connaissance du virus est en constante évolution.
tout le déploiement du système de santé aussi est en constante évolution. Donc, les consignes, l'information qui était en vigueur une journée pouvait être modifiée le lendemain ou la semaine qui suit. Donc, dans un contexte comme ça, communiquer, c'est un défi en partant qui est très important. Aussi, la fonction publique en mode télétravail, ça, c'est plus notre partie à nous. Là. On veut évidemment que ce soit le plus transparent possible pour les citoyens, mais il faut garder à l'esprit que l'ensemble des communicateurs gouvernementaux s'est mis en mode télétravail du jour au lendemain. Et bien sûr, on avait des annonces chaque jour, des communications avec les fameux points de presse là, du premier ministre à chaque jour. Donc, on le devine, là, la situation a fait en sorte de multiplier et de faire en sorte que Québec.ca a connu une fréquentation historique. Et historique, ça fait juste 3 ans que Québec.ca existe, mais on parle d'historique, même à l'échelle du Québec. On voyait des pointes de 80 000 usagers dans une même seconde sur Québec.ca. Donc, on était bien sûr un peu nerveux de voir, on ne voulait pas que Québec.ca on voulait que Québec.ca puisse continuer de fonctionner, qu'il n'y ait pas de panne. On n'a pas eu de panne, heureusement. On n'a eu absolument aucune panne durant la pandémie. Donc, fréquentation historique de Québec.ca. Puis on le voyait, la fréquentation, on mesurait en temps réel la fréquentation de Québec.ca. Puis on voyait tout de suite l'effet presque de vase communicant. Là, dès qu'il y avait une annonce, dès qu'il y avait une conférence de presse, tout de suite après ou au moment de l'annonce, on dirait que tout le monde qui écoutait le point de presse s'en allait ensuite consulter les contenus de Québec.ca qui étaient en fonction des annonces. Donc, fréquentation historique. On a aussi quintuplé nos abonnements à nos comptes médias sociaux, les comptes gouvernement du Québec, qui avaient été créés aussi au début de notre aventure il y a 3-4 ans. Donc, la particularité des médias sociaux, c'est que les gens nous posent des questions, nous interpellent. Donc, vous devinez qu'avec une augmentation de nos abonnements, ça faisait en sorte de multiplier aussi les questions. Et ces questions-là étaient très spécifiques, très précises, très personnalisées aussi. Donc, on mesurait tout de suite l'impact là, des annonces. Dans la seconde qui suivait, on commençait déjà à avoir des questions. Et en temps de crise, en temps de pandémie, ça a été le cas dans notre aventure. C'est que moi, je dis souvent qu'on faisait des relations publiques ou des communications à l'envers, c'est-à-dire que normalement, quand on prépare une annonce, on prépare un lancement, ben, on prépare des questions-réponses, on prépare des messages clés, on prépare des axes de communication, on prépare des contenus et on essaie d'anticiper les questions qu'on peut nous poser. Mais là, ce qui se passait, c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'on commençait par faire une annonce, puis ensuite, les données, les contenus, les détails arrivaient par la suite. Puis c'est normal dans ce genre de contexte-là. Ça fait en sorte qu'il y avait une période là, critique entre le moment de l'annonce et le moment où on a de l'information. Bien là, les gens nous posaient des questions de façon très, très précise et très personnalisée. On devine aussi que les lignes téléphoniques étaient engorgées. Donc, on était dans une situation où on avait un grand défi pour communiquer adéquatement de l'information gouvernementale aux citoyens. Puis cette information-là était aussi changeante. Donc, on était à la recherche de solutions un peu partout, comme c'est le cas en santé ou dans n'importe quel domaine des activités de l'État. En communication, on cherchait aussi, on était à l'écoute de solutions qui pourraient nous aider parce qu'il y avait une période là, critique où
la demande était trop grande par rapport aux capacités à communiquer. Et c'est dans ce contexte-là qu'une équipe qui s'intéresse à l'intelligence artificielle au ministère de la Santé et des Services sociaux nous ont proposé d'adopter ou d'intégrer à québec.ca, québec.ca coronavirus, là, pour la section qui traite de la COVID, où on voit toute l'information à un seul endroit, proposer d'avoir un agent virtuel. Et cet agent virtuel-là prenait la forme là, d'une conversation par clavardage. Donc, c'est un agent qui apparaît, un bouton qui apparaît dans le bas des pages COVID qu'on pouvait activer. On pouvait poser des questions, puis avoir une certaine conversation. En fait, c'était un peu l'intérêt de départ et l'intention de départ, c'est d'avoir une conversation avec les citoyens, puis répondre adéquatement à leurs questions. Donc, c'était sous forme de clavardage. On s'est bien sûr posé la question, est-ce qu'il y a un risque d'introduire cet agent-là? Est-ce qu'il y a un risque technique? Est-ce qu'il y a un risque de créer des pannes? Est-ce qu'il y a un risque éthique? Est-ce qu'il y a un risque de renseignement personnel? Et, rapidement, on s'est orienté sur un agent qui venait finalement que répertorier le contenu relatif au COVID, qui intégrait ce contenu-là dans son système et qui se servait de ces contenus-là pour répondre aux questions des citoyens. Donc, ça n'allait pas au-delà de ça. Donc, le territoire, là, le champ, en fait, d'opération de l'agent virtuel était limité au contenu qui était de toute façon disponible pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, à mesure qu'on mettait des contenus, qu'on ajoutait des contenus dans notre section coronavirus, l'agent virtuel venait répertorier ces contenus-là. Donc, il y avait un élément de risque, c'est sûr qu'on a évalué, mais on a évalué que ça valait, en fait, qu'il y avait un faible risque du fait que le contenu géré par l'agent ne concerne que des contenus qui sont déjà rendus publics, qui sont déjà publiés dans nos sites. Donc, comme je précisais, c'était spécialisé dans les contenus COVID essentiellement, parce que c'était le sujet de l'heure de toute façon. Et on a misé sur un outil, quand je dis on, là, c'est l'équipe du ministère de la Santé, on misé sur un outil qui comportait une composante d'intelligence artificielle. Et pour nous, communicateurs gouvernementaux responsables des communications numériques, bon, on n'était pas du tout initiés à cette notion d'intelligence artificielle. On entend beaucoup parler, c'est sûr, mais on n'était pas initiés ni aux outils de clavardage ou d'agents virtuels, ni à la notion même d'intelligence artificielle concrètement. Donc, ce qu'on nous a proposé comme outil, c'est de prévoir d'abord une phase d'apprentissage. Donc, on a été initié à ça, donc à savoir comment ça se passe concrètement, faire de l'apprentissage machine. Donc, il y avait une première phase d'entraînement du robot et c'est là qu'on a découvert que finalement, les communications, les communicateurs, les personnes responsables aussi de la relation avec la clientèle avaient un rôle important, ont un rôle important à jouer dans ce genre d'aventure-là. Donc, ce n'est pas essentiellement un projet technologique, mais c'est un projet qui concerne beaucoup d'entités et notamment la communication et la relation avec la clientèle. Je donne un exemple. Quand il s'agit de faire l'apprentissage de l'agent virtuel, ben, idéalement, il faut lui apprendre à répondre à des questions très, très concrètes qui vont ressembler aux vraies questions que les citoyens vont poser une fois déployés. Mais comme on était déjà à l'écoute des citoyens par les médias sociaux dont je parlais tantôt et l'explosion des demandes
au téléphone. On était à l'écoute déjà des citoyens. On était déjà au courant des questions qui revenaient le plus souvent, la façon de formuler les questions. Donc, on a pu apporter cette contribution-là dans l'apprentissage. Il faut dire aussi que à même québec.ca, dans les pages de québec.ca, on offre un endroit aux citoyens pour faire de la rétroaction, pour nous dire si la page a été utile et recueillir des commentaires. Donc, on avait plusieurs sources de feedback, de rétroaction des citoyens qui fait en sorte qu'on a pu jouer un rôle important dans l'apprentissage que j'appelle l'apprentissage assisté. Là. Donc, il y a eu une phase là, où on invitait même, l'agent n'était pas encore installé comme tel sur québec.ca, mais il existait en mode développement et on invitait nos réseaux à participer à l'apprentissage de l'agent en lui posant toutes sortes de questions et aussi en incorporant toute ce qu'on recueillait dans nos différents médias numériques, là, des questions qui étaient posées par les citoyens. Donc, l'idée, c'est de faire apprendre l'agent avec des questions qui sont vraiment en lien avec les préoccupations des citoyens. Donc, ça a été une phase intéressante qui nous a permis de se familiariser avec cette notion-là d'apprentissage machine ou apprentissage assisté. Et par la suite, bien, quand l'agent a été déployé, bon, on misait sur ce que j'appelle, moi, le pilotage autonome, là, basé sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est là qui est aussi fait en sorte que l'agent virtuel était caractérisé par l'intelligence artificielle parce qu'à mesure qu'on ajoutait des contenus, et Dieu sait qu'on en a ajouté des contenus, il s'en ajoutait sur une base quotidienne et même plusieurs fois par jour des nouveaux contenus. Donc, on ne voulait pas être obligé de repenser à plein de questions et à faire en sorte qu'on doive réapprendre à l'agent virtuel à répondre aux questions. Donc, une fois l'apprentissage de base, je dirais, complété, une fois déployé, l'agent virtuel venait répertorier automatiquement les nouveaux contenus. On n'avait pas besoin de les pointer ou de les incorporer. Et le moteur interne là, tentait d'apprendre à bien répondre aux questions au gré des échanges, des échecs et compagnie. Donc, il y avait comme une fonction là, à la fois de veille automatique, d'incorporation automatique de référencement ou en fait, de puiser les nouveaux contenus et en même temps de parfaire un peu sa réponse aux questions au gré du temps qui avançait. Ce qui fait en sorte qu'en quelques mois, l'agent virtuel a recueilli environ 1 million de questions. Donc, 1 million de questions qui ont été posées. Puis là, ben, je n'ai pas les données les plus récentes, là, mais c'est certainement beaucoup plus qu'un 1 million. Mais on a au moins recueilli 1 million de questions. Puis on a compilé 2,5 millions d'interactions entre l'agent virtuel et les citoyens. Donc, à notre surprise, on n'avait pas vraiment d'attente. Comme c'était un projet inattendu et une technologie qui était nouvelle pour nous, ben, on ne savait pas dans quelle mesure l'outil était pour être utilisé par les citoyens, effectivement. Donc, il y a quand même une volumétrie intéressante quand on parle de 1 million de questions. Et ces questions-là, ben, on a accès aux questions qui ont été posées à l'agent virtuel. Donc, l'agent virtuel est devenu rapidement, en même temps qu'un agent pour répondre aux questions des citoyens, bien, c'est devenu aussi une façon pour nous de faire une veille très intéressante de compréhension et une veille de compréhension par les citoyens de nos contenus. Autrement dit, s'il y a une page qui n'est pas claire, s'il manque de l'information à propos d'un sujet X, bien, ce n'était pas long qu'on le savait
en compilant les questions qui étaient posées à l'agent virtuel. Donc, c'est devenu à la fois un outil pour répondre aux citoyens, mais un outil de veille pour améliorer nos contenus de québec.ca. Puis plus on améliore les contenus de québec.ca, bien, plus ce qui va être référencé ou répertorié par l'intelligence artificielle, par l'agent virtuel, va répondre de façon encore plus adéquate euh, aux citoyens. Donc, pour nous, ça a été une surprise, entre guillemets, à savoir le rôle des communicateurs dans ce genre d'aventure-là. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel ou dont on parle souvent quand on parle d'intelligence artificielle. Alors, nous, on était en phase de découverte de tout ça. Donc, c'est un premier pas qu'on appelle très modeste pour le gouvernement. Un premier pas parce qu'il s'agit du premier projet d'intelligence artificielle dans une situation de service direct aux citoyens. Donc, bien qu'on entende beaucoup parler de l'intelligence artificielle, les applications très concrètes sur le plan gouvernemental en service aux citoyens, on n'a pas vu énormément. Donc, on a eu l'occasion de faire un premier pas. Puis, on parle très modeste parce que il s'agit quand même d'un agent virtuel. Il y en a d'autres agents virtuels qui existent un peu partout. Donc, on n'était certainement pas les premiers à adopter cette technologie-là, mais pour le gouvernement, c'était un premier pas. Et dès le départ, on a abordé cette question-là, ce projet-là, comme une expérimentation. On s'est dit, on ne se lance pas nécessairement dans l'adoption les yeux fermés dans une technologie comme ça, mais on se dit quelle belle occasion et quel beau contexte, entre guillemets, un contexte où il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'attention, beaucoup d'utilisation, beaucoup de questions. Donc, c'était pour nous une belle occasion d'expérimenter. Donc, on adoptait toujours, dès le début, là, en fait, là, une attitude là, plus d'expérimentation avec ce robot. Donc, on a tiré certains apprentissages. Si on veut expérimenter, il faut analyser, puis un peu faire un pas de recul, puis voir c'est quoi les apprentissages, qu'est-ce que ça nous a finalement donné et c'est quoi la valeur associée à cette démarche-là. Donc, au terme des apprentissages, je dirais que la première chose qu'on a constatée, c'est, comme je disais tantôt, il y a comme une fracture. On observe une fracture entre le discours ambiant, parce que l'intelligence artificielle, c'est un sujet à la mode, et parfois, dans les discours, dans les conférences, on aborde la question d'intelligence artificielle dans des termes assez avancés, assez complexes. On parle de billets, par exemple, là, liés aux algorithmes, ces choses-là. Donc, bien sûr, on est dans le numérique, on s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, on en entend énormément parler, mais des applications très concrètes dans notre contexte là, de gouvernement, services gouvernementaux, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, on était pris un peu avec cette fracture, j'appelle ça une fracture parce qu'il y a une grande différence entre entendre parler d'un phénomène puis l'appliquer comme tel concrètement. En tout cas, comme praticien, nous, c'était notre perception. Un autre apprentissage aussi, c'est le rôle, j'en ai parlé tantôt, le rôle insoupçonné de la fonction communication. Donc, on a tendance à associer numérique, intelligence artificielle, aux directions de ressources informationnelles, aux directions de TI. On dit ça, c'est un projet technologique essentiellement. Mais très tôt et de part et d'autre, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler en équipe, qu'il fallait échanger il fallait contribuer finalement, puis échanger à propos de notre propre vécu. Pourquoi? Parce que dans notre cas, en fait, dans le cas précis d'un agent virtuel, ben, c'est supposé remplacer quelqu'un qui répond à des citoyens, donc une conversation avec les citoyens. Donc, pour nous, ça a été une surprise. Ça a été même un rôle insoupçonné de la communication, une surprise de voir à quel point on devait s'impliquer et qu'on avait une contribution à faire dans un genre de projet comme ça.
Je l'ai mentionné tantôt, ça a été une source de rétroaction des citoyens importante. Dans notre gestion continue de Québec.ca, on est proactif dans la mesure où on fait des tests utilisateurs, on compile les statistiques de fréquentation, on compile les rétroactions des citoyens. Mais là, il s'ajoutait une source de rétroaction. Donc, quand il y avait un phénomène, on pouvait croiser avec différentes sources. Et là, on avait une nouvelle occasion de faire du croisement pour identifier des opportunités d'amélioration. C'est un peu pour ça qu'on fait de la recherche puis qu'on multiplie des sources de rétroaction. C'est pour faire en sorte de s'assurer que ce qu'on propose aux citoyens soit en adéquation avec leurs besoins. On a aussi fait une grande différence entre l'automatisation puis l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que dans beaucoup de projets, j'ai envie de dire spectaculaires, sur le plan technologique, on se rend compte en fouillant un peu que il s'agit plus des projets d'automatisation qui sont très intéressants, plutôt que de la vraie intelligence artificielle, on peut dire ça comme ça, où là, il y a un vrai apprentissage et un truc qui va au-delà de la simple automatisation. Puis j'en parle parce que durant la pandémie, on a échangé beaucoup avec nos collègues des autres provinces et du fédéral. Là. On avait un groupe là, de communicateurs numériques, puis on échangeait sur nos trucs et astuces, puis où on était rendu dans les développements de certaines composantes et on se partageait un peu notre vécu. Et c'est là qu'on a mesuré là, la différence entre automatisation et intelligence artificielle parce qu'on a comparé notre projet à l'initiative de la Colombie-Britannique qui, eux, ont choisi un outil qui était davantage basé sur l'automatisation de la conversation. Donc, ils ont adopté une solution où chaque question devait être programmée, chaque question et réponse devait être préprogrammée dans un outil d'agent virtuel, ce qui les obligeait à faire une veille très intense et à entrer manuellement l'ensemble des questions, alors que nous, on avait une certaine automatisation. Moi, je ne sais pas quelle est la meilleure solution, mais je sais qu'il y a une différence énorme entre des différents produits. Puis il y a comme deux familles, deux grandes catégories d'agents virtuels. Des agents, j'ai envie de dire, plus automatiques, puis des agents un peu plus évolués qui incorporent des notions d'intelligence artificielle. Je pense que la Colombie-Britannique avait une équipe d'environ 5 personnes à temps plein qui étaient consacrées à la maintenance de leur agent virtuel, l'agent virtuel qui était aussi spécialisé dans les domaines du coronavirus. Alors que nous, on avait une personne de notre côté qui était en veille, une personne et demie qui était en veille et qui faisait en sorte de faire l'entretien de notre agent. Donc, il y a des différences. Moi, comme je disais tantôt, je ne sais pas lequel est le plus performant que l'autre, là, mais il y a fondamentalement deux grandes catégories, on peut dire, d'agents virtuels. Puis, on a appris aussi, on en a appris à propos de la maturité des solutions qui sont disponibles sur le marché par cette aventure-là. Et en fait, ce qu'on a appris à propos de la maturité des solutions, c'est que la maturité n'est pas si avancée qu'on le souhaite. Donc, notre aventure, notre expérimentation nous a aussi permis de mesurer un peu l'état du marché, un peu, vraiment de façon sommaire quand même, là, mais au moins on a été en contact avec quelques solutions. Ça nous a permis d'en apprendre un peu plus à propos de la maturité de ces solutions-là. Donc, dans le secteur toujours dans les apprentissages, on dit souvent à la blague qu'on était un peu déçus, entre guillemets, de voir que ça ne se passait pas comme dans les films de science-fiction, où on a simplement qu'à brancher l'agent virtuel, il fonctionne tout seul, il apprend tout seul, il répond tout seul, qui répond même au point de générer un doute chez le citoyen, à savoir est-ce que je parle à une vraie personne ou je parle à une machine.
Donc, naïvement, pour nous, un agent virtuel, ça pouvait aller jusque-là. Et c'était très facile et c'était déjà prêt et on avait tout simplement à le brancher, que ça fonctionne. Je vous fais quand même, j'exagère un peu, mais on s'est rendu compte que c'était pas, c'était pas exactement sans entretien. Euh, l'autre, élément qu'on a appris, c'est la façon dont les citoyens utilisent ce genre d'agents-là. Donc, est-ce que finalement, on se posait la question, est-ce que les citoyens vont avoir des conversations avec notre robot, avec notre agent? Et on s'est rendu compte très, très, très rapidement que c'est assez limité comme interaction puis comme conversation. C'était davantage, finalement, une question posée et une réponse qui faisait en sorte d'orienter le citoyen vers la bonne source d'information. Donc, il n'y avait pas de réponse directe. Par exemple, si je pose la question, j'ai le droit d'inviter combien de personnes dans ma cour? Je suis en zone orange ou jaune, ben, l'agent ne te répondra pas le nombre de personnes. Il va pointer vers la source d'information pertinente qui, elle, contient la bonne information. Donc, il n'y avait pas vraiment de longues conversations. Et nous, on assimilait beaucoup l'utilisation de l'agent à un moteur de recherche intelligent ou un peu plus évolué. C'était un peu comme ça qu'on interprétait cette utilisation-là. Puis pour toutes sortes de raisons, peut-être qu'effectivement, si l'agent pose une sous-question pour être sûr de bien comprendre la question première du citoyen, c'est une chose. Si l'agent fournissait des réponses très précises, peut-être que dans le temps, on en serait venu à ça. Euh, mais pour l'instant, ce qu'on a observé, en fait, là, depuis le début, c'est une utilisation plutôt sommaire et des conversations plutôt sommaires qui ressemblent à des requêtes qu'on ferait dans des moteurs de recherche. Donc, ça a été aussi une bonne source d'apprentissage pour nous. L'autre, je pense que ça revient beaucoup dans tous les discours qui traitent d'intelligence artificielle, l'importance des données, l'importance des données, la structure des données. Et dans notre cas, peut-être à tort, là, mais nous, on faisait une grande distinction. Puis ça a été aussi un apprentissage. Il y a une distinction entre données et contenu. Donc, nos contenus dans québec.ca, nos bouts de texte un peu partout dans les pages se retrouvent dans des bases de données techniquement. Donc, on peut dire que c'est des données inscrites dans des bases de données. Donc, sur le plan technique, c'est des données, mais sur le plan de l'utilisation, de la compréhension par les citoyens, ben, c'est quand même différent qu'une donnée pure, peut-être une mesure ou une table de chiffres ou de données financières, par exemple. Donc, il y a une nuance, je crois, à considérer entre la donnée et le contenu. Euh, Quand on parle de conversation, les contenus, le sens, la compréhension, la sémantique, tout ça prend une importance drôlement intéressante. Donc, l'importance des données, nous, on a vécu à quel point on a pris la mesure de ça très tôt. Donc, très tôt parce qu'il fallait, d'une part, contribuer à l'apprentissage, puis d'autre part, on a vu l'importance là, d'avoir des contenus qui sont très clairs pour les citoyens. Sinon, ben, on voyait des questions revenir constamment ou des sous-questions ou des interrogations et même des commentaires et pas toujours des commentaires heureux. Donc, ça nous sensibilisait assez rapidement à propos de la qualité des contenus. Donc, la qualité sémantique, j'ai envie de dire, ou la qualité communicationnelle des contenus, c'était quelque chose d'important. Bien sûr, la façon de structurer les données, c'est une chose, mais les données elles-mêmes, pour nous, les contenus, c'est
une base importante. Donc, si on n'a pas cette importance-là aux données, on ne peut pas aller bien loin en intelligence artificielle à notre point de vue. Un autre plus anecdote ou apprentissage un peu cocasse, c'est au départ, pour bien faire en sorte que le contenu soit bien appris ou pour bien pister les citoyens, on a cru bon de multiplier les pages qu'on appelle foire aux questions. Pourquoi? Parce qu'au départ, on se disait des contenus, puis le fabricant de l'agent nous disait des contenus formulés sous forme, en fait, des contenus sous forme de questions. C'est plus intéressant pour l'agent. Il va référencer un peu plus et comprendre plus les contenus si on les formule si on les formule en question. Donc, on a multiplié les foires aux questions. Par exemple, si on lançait un programme d'aide pour les personnes qui se retrouvent sur le chômage temporairement, ben, assorti de ce qui accompagne finalement le contenu officiel, ben, on faisait toujours un équivalent de foire aux questions. Et je vous disais précédemment qu'on mesure la satisfaction de chacune des pages de québec.ca. Dans le bas de chacune des pages, on invite les gens à s'exprimer, à savoir est-ce qu'ils ont trouvé la page utile ou non et de nous formuler des commentaires. Donc, évidemment, durant la pandémie, on suivait cette satisfaction-là des citoyens et on s'est rendu compte rapidement que les pages de québec.ca les moins appréciées par les citoyens, c'était les pages de foire aux questions. Donc, c'est par l'être humain, finalement, les citoyens n'appréciaient vraiment pas les pages foire aux questions, alors que nous, on mobilisait beaucoup d'énergie à en produire. Donc, bien que c'était apprécié, entre guillemets, par l'agent virtuel, c'était utile pour l'apprentissage automatisé pour l'agent virtuel, ce n'était pas une bonne pratique à mettre de l'avant pour les citoyens. Puis, je vous donne un ordre de grandeur, là. C'était les pages typiques là, qui étaient quand même bien rédigées. La satisfaction tournait autour de 75-80 %, alors que la satisfaction pour les foires aux questions, c'était de l'ordre de 10-12 %. Donc, c'était très clairement euh, quelque chose qui n'était pas très apprécié par les citoyens. Puis peu importe le sujet, peu importe le domaine. Donc, on était devant une espèce de paradoxe là, où on se disait, ben, il faut faire des foires aux questions pour qui finalement on les fait pour l'agent. Donc, est-ce qu'on est mieux de mettre ce temps-là à parfaire nos contenus, ce qui va en retour peut-être aussi aider l'agent autant que le citoyen. Donc, vous voyez un peu le genre d'apprentissage qu'on faisait en temps réel, hein, parce qu'on essayait d'en apprendre et de s'initier à la chose en même temps qu'on faisait l'implantation puis le déploiement en plusieurs phases. Donc, ça a été un apprentissage drôlement intéressant, cette idée des foires aux questions. Puis c'est la première fois qu'on a vraiment mesuré, qu'on a suivi à la trace la satisfaction de ce genre de page-là. Donc, peut-être le contexte de la pandémie qui joue, mais on a tendance à penser que, de façon générale, les foires aux questions, ce n'était pas quelque chose de très apprécié. Il y a aussi une notion importante de stabilité des données. Donc, c'est sûr que des données qui sont très stables, ça va être plus facile, ça va faciliter le travail de l'agent virtuel. Mais dans le cas de la pandémie, les données, donc nos contenus, étaient tout sauf stables. Donc, non seulement il s'ajoutait des contenus, mais à deux, trois reprises, on a tout rebrassé l'arborescence des contenus et on changeait les contenus, on les améliorait, on les simplifiait de jour en jour. Donc, les données, dans notre cas, les contenus étaient absolument pas stables. Et là, c'est sûr qu'on est en temps de crise, mais même en temps de non-crise, c'est difficile d'avoir une branche de contenu ou un sujet qui ne change jamais.
Donc, par définition, en communication numérique, on révise constamment par plein d'itérations, on améliore en continu nos contenus. Donc, la stabilité des données, on ne peut pas vraiment le garantir, mais on sait que c'est une donnée importante qui a une influence sur la performance des agents virtuels basés sur l'intelligence artificielle. Puis le dernier point, j'en ai parlé précédemment, c'est les collaborations inédites et essentielles. Inédites parce que de part et d'autre, autant l'équipe technologique du M3S, notre équipe qui est plus une équipe numérique communication, rapidement, on s'est rendu compte qu'on devait travailler ensemble, qu'on devait collaborer, qu'on devait partager nos préoccupations. Nous, on partageait beaucoup ce qu'on avait comme point de vue des citoyens. Donc, ça a été vraiment une belle collaboration, une collaboration inédite, puis essentielle, surtout essentielle. Donc, on s'est rendu compte que nous, de notre côté, on ne peut pas nécessairement aller bien loin dans la mise en place d'un outil comme ça. Et du côté technologique aussi, il y a une certaine limite à ce qui peut être fait sans la part des communicateurs. Donc, ça a été vraiment euh, euh, surprenant de voir à quel point on devait collaborer de façon très, très, très étroite. En guise de perspective d'avenir pour l'intelligence artificielle et plus les agents virtuels, notre aventure a fait en sorte de contribuer à la vision gouvernementale en matière d'agents virtuels, mais en matière d'intelligence artificielle aussi. Donc, étant donné qu'on avait fait un premier pas, les autorités nous ont consultés pour avoir notre histoire finalement. Donc, on a pu contribuer à faire en sorte d'avoir une vision gouvernementale parce que là, on avait une application qui était très spécialisée, mais on s'est posé la question, qu'en est-il d'une vision gouvernementale, donc à l'échelle du gouvernement? Donc, notre histoire a pu contribuer à la vision, à l'établissement de la vision gouvernementale. On a aussi, malgré les réserves qu'on a, on a résolu de poursuivre l'expérimentation. On sait que c'est une solution qui peut-être, on est un peu perplexe par rapport à la performance réelle de l'outil. Dans quelle mesure, par exemple, ça a contribué à désengorger les appels téléphoniques. Hein, c'est un peu ça qui était à l'origine du projet. Donc, dans quelle mesure il y a une valeur ajoutée? Ça, on a plus de questions que de réponses, je dirais, à cette étape-ci. Donc, ce qu'on veut, c'est poursuivre l'expérimentation. On n'est pas rendu, je pense, à se lancer formellement dans l'adoption de cette technologie-là. On demeure encore aujourd'hui en mode exploratoire. Et ce qu'on va surveiller beaucoup, c'est les deux derniers éléments, c'est le rapport coût-bénéfice et le coût d'opportunité surtout. Donc, par exemple, je parlais tantôt, est-ce qu'on mobilise des efforts, du temps, des personnes pour optimiser le fonctionnement de l'agent virtuel ou si on ne prend pas cette énergie-là pour travailler sur nos contenus qui fait en sorte qu'on touche peut-être plus de personnes et on règle peut-être plus de problèmes de cette façon-là. Donc, il y a une notion là, de valeur ajoutée, coût-bénéfice, coût d'opportunité. L'idée, c'est de ne pas se lancer directement dans l'adoption rapide d'un truc juste parce que c'est à la mode et que c'est intéressant de voir ça aller. Donc, nous, notre considération, c'est qu'on est curieux, on pense que c'est une vision d'avenir, on pense que c'est une technologie qui va évoluer, qui va prendre la maturité, mais notre posture actuelle, c'est une posture d'expérimentation davantage. Alors voilà, ça complète ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Comme je le disais au départ, là, ce n'était pas un projet hautement spectaculaire en intelligence artificielle, mais c'est quand même un premier pas qui était
riche en apprentissage et ça augure bien pour la suite des choses.